I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Guillaume de Domos FS. Bonjour Guillaume. Bonjour Paul. Voilà, donc Guillaume va venir présenter un petit peu Domos, qu'est-ce que c'est. Mais avant tout, on va commencer direct par l'ESG, le durable, c'est quand même ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la finance durable? Et puis après, justement, nous parler de la continuité chez Domos. Alors, à titre personnel, finalement, l'impact environnemental et social me tiennent assez à cœur. Finalement, je pense que chacun peut avoir un impact. Et au début de ma carrière, j'étais très impliqué côté associatif. Et notamment, j'ai organisé des événements solidaires pour des personnes de la rue. Donc, je faisais des maraudes, on faisait de l'accueil. Et on était pas mal investi aussi avec mon épouse dans le zéro déchet. Donc, des actions simples à l'échelle individuelle. De type, je privilégie le train, on va faire pas mal de vélo, privilégier les commerces de proximité avec des produits locaux, changer de point de vue, c'est-à-dire essayer de voir à chaque fois sur le long terme. Et plus récemment, je me suis aussi intéressé à l'aspect financier, puisque au final, tout le monde a un petit peu d'épargne de côté et ça peut venir influer sur le développement de la société. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ces dernières années, il y avait pas mal de projets qui étaient réservés plutôt à des institutionnels et qui sont ouverts au retail et donc aux particuliers. Et du coup, ça peut être des projets de rénovation énergétique dans l'immobilier. On va avoir des financements de start-up qui font qui participent à la transition écologique ou sociale, des foncières solidaires. Donc, ça vraiment, c'était quelque chose qui était assez central. Mais sachant que à plus grande échelle, je suis assez persuadé que la finance a un grand rôle à jouer dans la société qu'on construit. Et moi, dans ma première expérience professionnelle, du coup, j'étais dans une fintech spécialisée dans les marchés des capitaux. Et donc, j'ai modélisé des produits structurés et j'ai regardé les problématiques quantitatives pendant à peu près 10 ans. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aussi, finalement, d'un point de vue professionnel, faire évoluer ce milieu de la finance. Et j'ai eu une opportunité, du coup, chez Domos, que j'ai rejoint il y a 3 ans, et je me suis rapproché du concret, puisque finalement, on propose une solution spécialisée dans les marchés privés, donc qui va gérer l'ensemble du cycle de vie des fonds d'investissement alternatifs. Donc, que ce soit du private equity, de la dette privée, de l'infrastructure ou du real estate. Donc, nos clients ont des problématiques très concrètes. Et en fait, quand je suis arrivé, il y avait SFDR qui pointait le bout de son nez. C'est On s'est dit, ça. il y a peut-être quelque chose à faire pour aider nos clients, quand ils investissent, d'intégrer vraiment ces problématiques ESG dans le cycle d'investissement, dans leur cycle d'investissement. D'accord. Donc ouais, effectivement. Donc et quelque part, ça rejoint ton premier point qui était de dire à titre perso, il y a des foncières solidaires, il y a un paquet de sociétés à financer qui ont des impacts positifs, etc., etc. Et du coup là, côté professionnel, que tu retrouves comme étant des véhicules d'investissement de tes clients. Exactement. Bon, alors souvent, les véhicules d'investissement de mes clients sont pour des C'est ça. personnes qui ont quand même une capacité financière un peu plus importante. Mais en effet, on commence vraiment à avoir une unité et c'est ça qui est assez sympathique. Et du coup, on s'est lancé dans une méthodologie qui d'ailleurs a été labellisée Finance Innovation l'année dernière. Et l'objectif, il était double. C'est-à-dire, on voulait donner de la transparence à l'investisseur final, sachant qu'il y a quand même aussi une vraie tendance de fond vers le retail dans tous les marchés privés. Et donc, c'est important que l'investisseur final puisse comprendre un petit peu quel est l'impact de son investissement. Et pour donner cette transparence, finalement, le deuxième point, c'était aider nos clients à noter les participations qu'ils avaient en portefeuille et à essayer d'avoir un petit peu de visibilité sur quel est l'impact de tel ou tel investissement.
Ah ouais. Alors c'est vrai que l'alternative, c'est pas forcément les encours les plus représentatifs comparés à des marchés, on va dire, classiques de capitaux. Maintenant, c'est quand même un monde qui est hyper dynamique. Souvent, on lui accorde le bénéfice d'être au plus proche de l'économie réelle, comme on aime le dire chez les politiques. Euh, Sur cette dynamique justement de marché alternatif, que ce soit comme tu dis de l'infra ou du private equity, etc. Euh, Vous avez croisé pas mal de monde. Du coup, la question de la boulette, je vais pas te la poser à toi en tant que Guillaume chez Domos, mais plutôt dans tout ce que tu as vu, quelle aura été la boulette que tu vois le plus souvent ou la boulette la plus importante que tu as pu croiser du coup, ces 3 dernières années? Je pense que la boulette la plus courante, on y est aussi tombé dedans, D'accord. chez Domos. C'est-à-dire que ces 3 dernières années, il y avait quand même un engouement vis-à-vis de SFDR, c'est-à-dire un engouement un petit peu obligatoire, parce qu'il fallait reporter. Et, et donc, nous, de notre côté, on s'est dit, on va pouvoir aider nos clients à systématiser la collecte de la donnée, puisque de toute façon, la réglementation pousse pour ça. Ça devrait être relativement facile. On apporte des briques technologiques pour les aider à collecter cette donnée, quel que soit le format, et ensuite, eh bien, on travaille sur cette méthodologie pour scorer, etc. Et, et nos clients étaient finalement, ils se disaient, ah ouais, non, mais ça va être bon. Du coup, avec SFDR, on va réussir à collecter cette donnée d'une façon un peu plus standardisée. Enfin, on devrait pouvoir pousser des questionnaires, n'importe. Euh, et en fait, ça dépend beaucoup, beaucoup de types d'investisseurs qui sont. C'est-à-dire que, en gros, un client qui est investisseur majoritaire dans une société, ah ouais, ça, sans problème, il impose son format, ça marche bien. Un client qui va être super minoritaire dans un deal de dette infra, là, c'est beaucoup plus difficile. Et, et donc, au final, on a appris à s'adapter. D'accord. Du coup, la boulette, c'est un excès de confiance. Ouais, c'est ça. Un peu trop d'optimisme, de confiance, ouais. C'est ça, je comprends, je comprends. C'est assez courant. Je conçois le truc. Effectivement, après, vous en plus, c'est ce que tu disais. C'est ça qui est assez marrant, c'est que comme c'est des tailles de projets, de structures qui sont carrément à une autre échelle que les large cap ou même des small cap. Hein, du coup, les formats de récupération de données, le florilège de données qu'on peut récupérer, il est carrément tout autre que ce qu'on peut trouver sur des marchés cotés. Non pas que sur le côté ça soit facile, puisqu'on n'arrête pas de se plaindre ici dans les coffee shops du manque de standards, de l'hétérogénéité, etc. Mais vous, c'est encore un autre niveau, puisqu'effectivement, les obligations de reporting sont pas les mêmes pour toutes les participations de vos clients. Les points d'attention vont pas être du tout les mêmes sur un projet d'infra, comme tu disais, que sur quelque part un investissement en private equity plus classique. Euh, Ouais, je comprends. Donc, et cette boulette-là, du coup, elle est répandue chez tes clients. Vous l'avez faite aussi. Depuis, vous avez rebondi, mais voilà, ça reste celle que tu croises encore assez régulièrement. Ouais, tout à fait. Et après, je suis assez épaté par l'inventivité, je dirais, qu'il y a du côté de nos clients, et notamment en fait des acteurs qui sont euh, bah, dans l'impact depuis un petit bout de temps. Certes, là aujourd'hui, avec la réglementation, il commence à y avoir je dirais pas des standards, on est encore loin d'un standard, mais des méthodologies qui convergent un petit peu. Ouais, des Mais pratiques de place, quoi. exactement. Mais on a certains clients qui faisaient sur les sociétés dans lesquelles ils investissaient une due diligence assez poussée, avec des prises en compte donc notamment de tous les SDG des Nations Unies, je l'ai plus en français. Les ODD, les objectifs de développement durable. Exactement, ouais. Et qui avaient développé du coup leur propre méthodologie, Mm. alors plus ou moins automatisée, plus ou moins à la main,
mais avec une vraie volonté en fait de savoir réellement quel est l'impact. Et c'est assez passionnant finalement de découvrir ce monde-là et de creuser et de voir que oui, certes, il y a énormément de choses qui sont faites sur Excel et qui n'étaient pas du tout automatisées, systématisées, très peu reportées pour les investisseurs. Mais il y a des choses qui existent depuis un bon bout de temps et avec donc des investisseurs qui veulent savoir exactement quel est l'impact de leur investissement. Mais comme je dis souvent, il y a l'investissement durable, il y a quand même une très grosse dose de bonne volonté derrière. Ouais. Avant même de parler de réglementation, de standards, il y a besoin de beaucoup de bonne volonté. Alors du coup, je sais pas si la question se pose chez Domos parce que voilà, vous avez un positionnement, je pense, qui est assez proche de celui d'Asset Sagacity par rapport aux méthodos clientes. Mais est-ce qu'il y a une spécificité dans votre démarche qui ressort un peu de toutes ces rencontres que vous avez faites et tous ces moteurs mis en place? Alors, nous, la spécificité finalement, c'est on a plus une approche technologique que de conseils. Donc en fait, on va vraiment être là, je dirais, asservi à la méthodologie de nos clients. On va pas leur dire bon ben implémentez telle méthodologie, ça c'est absolument ce qu'il vous faut. Et en fait, du coup, on va travailler de telle sorte que on puisse un petit peu optimiser leur processus d'investissement, donc que ce soit intégré dans le processus d'investissement et finalement qu'ils aient à la fois le financier et l'extra-financier dans une seule plateforme pour pouvoir justement automatiser un petit peu leur process et que ce soit intégré non seulement au sein d'un outil, mais aussi d'un point de vue opérationnel. C'est que ce soit pas juste complètement séparé et qu'il n'y ait pas l'équipe ESG et que l'équipe d'investissement dise ah bah attends, il faut à chaque fois demander aux équipes ESG, j'envoie tel mail, etc. C'est vraiment plus unifié. Ça, c'est un peu le drame actuel et ça fait partie un petit du temps une perche parce que ça fait un peu partie des choses que moi je voudrais voir émerger dans les années à venir. C'est une complète intégration. Alors du coup vient la question de dire pour toi, on va vers où? L'investissement durable, à quoi faut s'attendre à moyen long terme? Toi, tu verrais que tu aimerais ou tu vois venir quel futur pour notre activité? Alors, j'aimerais que ça se développe et je vois quand même Ça se développe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y a une vraie question, notamment quand on regarde justement toutes les méthodologies de nos clients ou des prospects. Il y a pas mal de choses qui sont encore qualitatives et pas forcément quantitatives. Et c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur, les chiffres, c'est quand même pratique, mais c'est une vraie question de savoir comment est-ce qu'on peut réellement mesurer un impact et qu'est-ce qui a du sens. Et je pense que là-dessus, on va avoir une maturité du secteur parce que plus les gens vont essayer, plus aussi on va se planter et plus on va savoir vers où aller et avoir une convergence un petit peu pour que les investisseurs aient un peu de transparence et en même temps que ce soit vraiment réellement utilisable sur le terrain au jour le jour. D'accord, plus une approche du coup, comment encadrer le qualitatif quelque part, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, puis j'imagine dans ton domaine que je connais moins, j'imagine que ça doit être encore d'autant plus vrai, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le monde du durable repose sur du quanti, mais aussi pas mal de qualitatif. Il y a plein de choses, c'est compliqué de le mettre, de le chiffrer, de le mettre ou alors au regard de quoi le chiffrer. Et donc toi, tu penses que effectivement, à force d'itérer un petit peu, de se tromper, on va finir par réussir à calibrer quelque part notre modèle, calibrer notre façon de faire. Ouais, c'est un petit peu souvent comme ça que ça fonctionne. Bah écoute, ça me paraît être une bonne trajectoire en tout cas, parce que effectivement, je partage l'analyse du modèle aujourd'hui qui ferait tout, qui serait parfait. Je l'ai pas encore croisé. Même si tout le monde en rêve. Donc effectivement, je pense que l'autocalibration du marché, ça serait le meilleur pour nous. Mais écoute, on se revoit dans quelques années, puis on en reparle pour voir si tes prédictions étaient les bonnes. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, on arrive au bout de ce Coffee Shot. Je te remercie, Guillaume. J'espère que tout le monde vous aurait passé un bon moment, sur un petit quart d'heure avec nous pour parler investissement durable, notamment sur de l'alternatif. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau Coffee Shot. Au revoir. Au revoir.